Bonjour! Alors aujourd'hui, on va explorer une période assez longue, 3 siècles d'histoire dans la Caraïbe, de 1492, bon, l'arrivée des Européens, jusqu'au début du 19e siècle. On va s'intéresser aux interactions complexes, c'est le moins qu'on puisse dire, entre les peuples amérindiens et les Européens là-bas, dans les îles. Oui, des interactions souvent violentes, on va le voir, mais avec aussi des aspects parfois surprenants. Et pour faire ça, on se base sur pas mal de choses, des sources assez variées. On a les chroniques d'époque, Colomb, Las Casas, ou même du Tertre plus tard, mais aussi des documents plus administratifs, on va dire, des récits de voyage. Tout ça, c'est repris, analysé dans un ouvrage historique assez fouillé sur la question, justement pour dépasser un peu les clichés. D'accord. Et l'idée, c'est d'aller au-delà de l'image un peu simple de la découverte, c'est ça, pour voir ce qu'il y avait derrière. Exactement, dépasser cette image d'Épinal pour vraiment essayer de comprendre la réalité de ces premiers contacts, la résistance aussi, l'impact humain, écologique, et puis les échanges, parce qu'il y en a eu, qui ont façonné la Caraïbe qu'on connaît. Mettre en lumière des choses dont on parle moins en fait. Alors commençons par le début, les premiers contacts. On parle souvent d'un choc culturel, Colomb qui débarque et qui est étonné de voir des gens nus. Pour lui, c'est un manque de civilisation, c'est ça? Oui, c'est un exemple parfait d'ethnocentrisme en fait. Les Européens arrivent avec leurs propres codes, liés au climat, à leur société. Le vêtement est un marqueur social très fort chez eux. Et ils ne comprennent pas que dans la Caraïbe, c'est différent. Ce sont les parures, les colliers, les peintures sur le corps, les plumes qui indiquent le statut, l'appartenance. Donc cette nudité n'est pas une absence de culture. Ah non, pas du tout. C'est une autre culture, simplement, adaptée à l'environnement tropical. Il y a cette anecdote assez parlante, Colomb qui est tout content à Cuba parce qu'il croise un homme avec une chemise. Ah, enfin quelqu'un de civilisé! Ça résume bien le malentendu. Un malentendu qui va vite servir de justification, j'imagine. Tout à fait. Colomb aurait dit à un chef local qu'il était envoyé par les rois d'Espagne pour, je cite, corriger les mauvaises mœurs. Les mauvaises mœurs, lesquelles par exemple? Il visait surtout celles attribuées aux Kalinagos, les fameux Caribes. Et il disait venir pour faire régner la paix. C'est la mission civilisatrice autoproclamée, quoi. Et ça mène direct au stéréotype, la distinction entre les bons et les méchants indiens. Exactement. Très vite, on classe les Taïnos dans les grandes Antilles, ce seraient les Mansos, les doux, les pacifiques, et puis les Kalinagos, des petites Antilles, les Caribes, agressifs, cannibales. Une simplification énorme, j'imagine. Bien sûr, c'est une vision très européenne, très pratique pour justifier la conquête et l'esclavage des uns plutôt que des autres. Ça occulte complètement la complexité des sociétés et la diversité de leurs réactions. Justement, parlons de ces réactions, parce qu'on a souvent l'image d'une soumission rapide, mais l'histoire est plus complexe. La résistance, elle commence quand? Ah, elle commence tout de suite, dès 1492, à Hispaniola, le premier fort que Colomb laisse, la Navida. Oui. Il est détruit quelques mois plus tard par le cacique, le chef local, Caonago, qui était d'ailleurs décrit comme un Kalinago installé à Hispaniola, ce qui montre que les frontières n'étaient pas si étanches. Donc résistance armée immédiate, et chez les Taïnos, qu'on décrit comme pacifique. Même chez les Taïnos, la résistance prend des formes variées et parfois très réfléchies. À Porto Rico, il y a cette histoire incroyable. Racontez-nous. Pour vérifier la rumeur de l'immortalité des Espagnols, des Taïnos en capturent un, le noient, et observent le cadavre pendant 3 jours. 3 jours? Oui. Jusqu'à ce qu'ils commencent à se décomposer. Là, il conclut, ok, ils sont mortels comme nous. Et c'est à ce moment-là qu'ils décident de se soulever et de les combattre. C'est presque une démarche scientifique, non? C'est fou. Une sorte de protocole expérimental. Et il y a eu d'autres formes moins directes, oui. On a l'exemple du cacique Jumacao, toujours à Porto Rico. C'est le premier chef taïno dont on sait qu'il a appris à lire et écrire l'espagnol. Ah oui, et qu'est-ce qu'il en a fait? Il a écrit directement au roi d'Espagne, Charles Ier, pour se plaindre. Il dénonçait le non-respect d'un traité par le gouverneur local, Ponce de Léon. Et ça a marché? Sur le terrain, très peu, malheureusement. Les ordres du roi étaient souvent lettres mortes dans les colonies. Mais ça montre une volonté d'utiliser les outils de l'adversaire, d'entrer dans leur logique juridique en quelque sorte. Mais face à la violence quotidienne, j'imagine que ça ne suffisait pas. Non, clairement pas. Et ça mène à la résistance armée. Même pour des chefs initialement plutôt conciliants ou même convertis. L'exemple le plus célèbre, c'est Henri Quillot. À Hispaniola.
Oui, un cacique qui avait été éduqué par les franciscains, converti, mais suite à une injustice personnelle terrible, son épouse agressée par un colon et sa plainte totalement ignorée, il prend les armes en 1519. Et sa révolte a duré longtemps? 13 ans, de 1519 à 1533. Il mène une guérilla très efficace depuis les montagnes difficiles d'accès du Bauruco. Il a tenu la puissance espagnole en échec. 13 ans, c'est énorme. Oui, ça a coûté une fortune à la couronne et c'était une humiliation terrible, au point qu'ils ont dû négocier une paix avec lui en 1533 en lui accordant des terres et la liberté pour ses partisans. Ça montre bien qu'une résistance déterminée pouvait vraiment peser. Ça nuance vraiment l'image des Taïnos passifs. Et à Cuba aussi, il y a eu des résistances similaires. Oui, Guama, par exemple, entre 1522 et 1532, qui menait des raids contre les établissements espagnols isolés. Il y a une citation d'un gouverneur de l'époque qui dit en gros Pour nous servir, les Indiens sont peu nombreux, mais pour se révolter et nous nuire, là ils sont nombreux. » Ça dit tout. Passons aux Kalinagos, dans les Petites Antilles. Eux, ils avaient déjà une réputation guerrière avant même l'arrivée des Européens, non? Absolument. Ils étaient craints, notamment pour leurs flèches, souvent enduites de poison. Le mancenillier, par exemple. C'était d'excellents archers. Ils s'entraînaient sur des troncs de papayer, paraît-il. Ils avaient d'autres armes? Oui, le fameux boutou, une sorte de massue en bois extrêmement dur et dense, capable de tuer d'un seul coup. Et ils ont très vite adopté le couteau européen, plus pratique que leurs outils en pierre ou en coquillage pour certains usages. Leur tactique de guerre. La surprise avant coup. Ils appelaient ça Kaiman Wachimiwi Kroni, aouté, ce qui voudrait dire quelque chose comme surprendre l'ennemi comme le caïman attrape sa proie. Donc des embuscades, des attaques rapides. Ils utilisaient aussi des cris de guerre terrifiants pour déstabiliser l'adversaire. Et ils pouvaient tenir des sièges? Oui, parfois pendant une semaine. Ils avaient des techniques, comme jeter du piment broyé sur les feux pour que la fumée âcre irrite les yeux des défenseurs assiégés. Ingénieux et redoutable. Et puis, il y a cette image très forte, très controversée, de l'anthropophagie. Le cannibalisme. Oui, c'est l'élément le plus souvent mis en avant pour les diaboliser. Il faut être clair, ce n'était pas une pratique alimentaire courante. C'était un rituel guerrier. Un rituel. C'est-à-dire, L'idée, c'était double. D'abord, inspirer une terreur maximale à l'ennemi. Ensuite, après avoir vaincu un guerrier particulièrement courageux, manger certaines parties de son corps ou conserver ses os, c'était une façon symbolique d'absorber sa force, son courage. on rapporte qu'ils portaient des os comme trophées, ou on faisait des flûtes. Les chroniques parlent même de préférences gustatives selon les nationalités. Européens, mais des témoins comme le père Labat, qui a vécu parmi eux, nuancent. Il dit que c'était lié à la rage, à la fureur face aux injustices subies, plus qu'à une coutume établie. Une réponse extrême à une violence extrême. Intéressant. Et sur leur structure sociale, les Européens ont noté des choses qui les ont surpris? Oui, notamment le rôle des femmes âgées. Des chroniqueurs comme Duparquet s'étonnent que les chefs consultent systématiquement un conseil de femmes anciennes avant de prendre une décision importante. Elles étaient vues comme les gardiennes des traditions. Elles devaient convaincre par son exemple et son éloquence, mais ils n'avaient pas un pouvoir autoritaire comme un roi européen. C'est ce que l'ethnologue Pierre Clastre a analysé plus tard chez d'autres peuples amérindiens, des sociétés contre l'État, où le pouvoir coercitif est limité. Donc des sociétés complexes, des résistances multiples. Mais face à ça, une violence coloniale extrême. Extrême, oui. Les sources sont terribles. On a parlé des massacres comme celui de Xaragua en 1503. Le gouverneur Ovando invite 80 caciques taïnos sous prétexte de négociation et les fait brûler vifs dans une case, avant de faire pendre la cacique Anacaona. C'est abominable. Et l'usage de la torture était monnaie courante pour savoir où trouver de l'or, pour retrouver un chef en fuite comme Guarionex. Les témoignages parlent de vols systématiques, d'incendies de villages, de travaux forcés inhumains, d'enlèvements d'enfants, de familles séparées. Sans oublier les chiens de guerre. Oui, des chiens spécialement dressés pour attaquer et déchiqueter les Amérindiens. Le plus célèbre, Bezerilo, à Porto Rico, avait sa propre solde, paraît-il. Il semait la terreur avant d'être tué par une flèche Kalinago. C'était une arme psychologique aussi. Et à côté de cette violence directe, il y avait l'exploitation économique systématisée. L'encomienda, vous en parliez. Oui, l'encomienda et plus tard le repartimento. En gros, on confiait un groupe d'Amérindiens à un colon espagnol, l'encomendero. Confié. Oui,
entre guillemets. En théorie, le colon devait les protéger, les instruire dans la foi chrétienne. En réalité, c'était un système de travail forcé à peine déguisé. Les Amérindiens étaient exploités dans les mines d'or, qui s'épuisaient vite, ou dans l'agriculture, souvent jusqu'à la mort. Mais il y a eu des protestations, non? Le sermon de Montesinos en 1511? Oui, ce sermon a eu un grand retentissement. Ce dominicain a violemment dénoncé les abus devant les colons d'Hispaniola. Ça a mené à la promulgation des lois de Burgos en 1512, qui étaient censées mieux protéger les Indiens. Mais en pratique? En pratique, ça n'a pas changé grand-chose sur le terrain. L'application était laxiste et surtout, il y avait d'énormes conflits d'intérêts. C'est-à-dire? Des membres très haut placés de l'administration coloniale, jusqu'au Conseil des Indes en Espagne, et même les rois, touchaient des revenus de ces encomiendas. Ils recevaient des parts d'Indiens et des bénéfices tirés de leur travail. Difficile d'être jugé parti. Une autre forme d'exploitation terrible, c'était la pêche aux perles. Ah oui, surtout au large des côtes de l'actuel Venezuela, autour des îles de Cubagua, Margarita, Coche. C'était une source de richesse considérable pour les Espagnols au début. Et là aussi, on utilisait la main-d'œuvre amérindienne. Principalement. Ils utilisaient notamment les lucayos des Bahamas, qui avaient la réputation d'être d'excellents plongeurs en apnée. Ils étaient capturés et déportés en masse vers les zones de pêche. Et les conditions de travail? Effroyable. Ils devaient plonger sans cesse en apnée entre 5 et 15 brasses de profondeur, soit 10 à 30 mètres, pour remonter les huîtres perlières. Ils restaient sous l'eau près d'une minute, remontaient, vidaient leur petit panier et replongeaient aussitôt sous la menace du fouet. Les accidents étaient constants, les maladies pulmonaires aussi. La population a été décimée à une vitesse folle. La ville construite grâce à ces perles, Nueva Cádiz à Cubagua. Elle est devenue la première ville espagnole au Venezuela, très riche pendant un temps, mais elle a été abandonnée très vite. Épuisement des bancs d'huîtres, un possible tsunami, les attaques de pirates, et surtout le manque de main-d'œuvre, les plongeurs étant morts. Et puis il y avait le tribut, imposé par Colomb dès le début. Oui, une exigence d'une certaine quantité d'or par personne, là où il y en avait, ou de coton ailleurs. C'était un fardeau énorme pour des populations qui n'avaient pas de système monétaire basé sur l'or et pour qui l'agriculture de subsistance était la priorité. Donc, violence physique, exploitation économique, et le troisième cavalier de l'apocalypse, si on peut dire, les maladies. Le choc microbien, oui, c'est peut-être le facteur le plus dévastateur, au final. Dès le deuxième voyage de Colomb, en 1493, une épidémie éclate. Probablement une grippe, peut-être la grippe porcine, on ne sait pas exactement. Et ça a été meurtrier tout de suite. Aucune. Colomb lui-même était désemparé. Il écrit pour demander qu'on envoie des médecins, des apothicaires pour comprendre ces nouvelles maladies qui tuaient non seulement les Indiens, mais aussi beaucoup de ses propres hommes. Et l'impact démographique, on a des estimations. Les estimations sont effarantes. On pense que pour une population vierge de tout contact antérieur, la première vague d'une maladie comme la variole ou la rougeole pouvait tuer 40-50%, voire plus des habitants en quelques mois. La moitié de la population. Oui. Et quand vous combinez ça avec les massacres, le travail forcé qui affaiblit les corps, la malnutrition due à la désorganisation de l'agriculture, les déplacements forcés, on arrive à un effondrement démographique absolument catastrophique. Certains scientifiques avancent des chiffres jusqu'à 90% de diminution de la population amérindienne dans les Amériques. Oui, sur les premières décennies ou le premier siècle après le contact, c'est l'ordre de grandeur avancé par beaucoup de chercheurs. C'est une des plus grandes catastrophes démographiques de l'histoire humaine. Ça donne le vertige. Il y a des exemples qui illustrent ça de manière plus personnelle. Oui, l'histoire de Tisquantum est très connue pour l'Amérique du Nord, mais elle est emblématique. Cet Amérindien de la côte Est, qui est enlevé, emmené en Europe, apprend l'anglais et réussit à revenir chez lui quelques années plus tard. Et il retrouve son peuple. Il retrouve son village, transformé en cimetière. Toute sa communauté, toute sa région avait été anéantie par une épidémie pendant son absence. C'est poignant. C'est un tableau extrêmement sombre. Est-ce qu'il y a eu, malgré tout, des formes d'échange, d'adaptation, de métissage au milieu de ce désastre? Oui, bien sûr. L'histoire n'est jamais toute noire ou toute blanche. Malgré le déséquilibre total des forces et la violence omniprésente, des interactions d'une autre nature ont eu lieu. Les premiers échanges matériels, par exemple, le fameux troc de pacotille contre de l'or. Voilà. Les récits parlent beaucoup de ça. Les Européens qui échangent des grelots, des petits miroirs, des morceaux de verre colorés, des bonnets rouges, contre de l'or, des perles, du coton, des perroquets et surtout des vivres, au début.
Un échange très inégal, évidemment. Totalement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment les Amérindiens intègrent parfois ces objets nouveaux dans leur propre culture, en leur donnant un autre sens, un autre usage. Une ceinture de cuir européenne pouvait devenir une lanière pour suspendre son hamac, par exemple. Et la langue? Comment communiquait-on au début? Au tout début, beaucoup par signes, par gestes. Puis, très vite, il a fallu des interprètes. Dès 1492, Colomb ramène des Amérindiens en Espagne pour qu'ils apprennent le castillon. Mais sur place, dans les îles, Sur place, avec le brassage de populations amérindiennes de différentes îles et langues, européens de plusieurs nations, puis plus tard les Africains amenés de force, eh bien, de nouvelles langues sont nées, les langues créoles. des langues mixtes en quelque sorte. Exactement. Des langues qui se sont construites au contact en prenant des éléments de vocabulaire et de grammaire aux différentes langues en présence. Les langues amérindiennes, comme le taïno ou le kalinago, les langues européennes, espagnol, français, anglais, néerlandais, et les langues africaines. Et on retrouve encore aujourd'hui beaucoup de mots d'origine amérindienne dans nos langues, non? Ah oui, énormément. Surtout pour la faune, la flore, des réalités locales. Pensez à hamac, tabac, maïs, patate, manioc, goyave, ananas, iguane, colibri, caïman, pirogue, canot, savane, caille, boucanier, qui vient de boucan, la technique amérindienne de fumage de la viande, ouragan, cacique. La liste est vraiment longue. Et inversement, est-ce que les Amérindiens ont emprunté des mots aux Européens? Oui, bien sûr, surtout pour désigner des réalités nouvelles apportées par les Européens. Chez les Kalinagos, on trouve des mots comme kamisha pour la chemise, canabir pour le navire, karta pour le papier, choucré pour le sucre. C'est un échange dans les deux sens, même s'il est déséquilibré. Il y a même une expression courante comme enhan pour dire oui, qui viendrait du Kalinago. Fascinant. Et au-delà des mots, il y a eu des échanges de savoir-faire. Absolument. Les Européens, au début, ils mouraient littéralement de faim. Ils ont dû apprendre, contraints et forcés, à cultiver les plantes locales, le manioc et surtout à le détoxifier. Le maïs, la patate douce. Ils ont appris à cuisiner ces nouveaux aliments, à utiliser les techniques de chasse et de pêche amérindiennes pour survivre. Et dans l'autre sens, Les Amérindiens ont adopté des techniques européennes. oui, surtout les outils en métal. La hache en fer, le couteau. Ça changeait la vie par rapport aux outils en pierre ou en coquillage. Ils ont aussi parfois adapté des techniques, comme mettre une voile sur leur pirogue. Une voile, oui, parfois bricolée avec des sacs de farine récupérés, ça montre une capacité d'adaptation. D'ailleurs, les yoles actuelles, ces magnifiques embarcations de course dans certaines îles comme la Martinique, sont considérées comme un héritage direct de ces pirogues amérindiennes améliorées au fil du temps. Un vrai savoir-faire métissé. Ce contact a aussi eu un impact énorme sur l'environnement, avec l'introduction d'espèces. Un impact majeur, oui. D'abord, les plantes. Les Européens essayent d'acclimater le blé, la vigne, sans grand succès au début, mais ils introduisent surtout la canne à sucre puis le café. Et là, ça va transformer radicalement les paysages et l'économie, menant à l'esclavage de masse. Et les animaux, ils amènent chevaux, bovins, porcs, chèvres, moutons. Et involontairement, les rats, qui prolifèrent. Les conséquences sont multiples. Les porcs et les bovins retournent à l'état sauvage, les fameux cochons marrons, et entrent en compétition avec la faune locale ou détruisent les cultures. Et l'introduction de nouvelles espèces pour en combattre d'autres, comme la mangouste. Ça, c'est plus tardif, au 19e siècle, mais c'est une catastrophe écologique. Introduite pour chasser les rats et les serpents, notamment le fer de lance, la mangouste s'est attaquée à tout. Oiseaux nichant au sol, petits mammifères endémiques, reptiles, un désastre. Et il y a aussi la surexploitation par les Européens. Oui. Les tortues marines, par exemple, étaient une ressource alimentaire essentielle. Elles ont été chassées de manière intensive. Les lamantins aussi. Résultat, ces espèces ont disparu de nombreuses petites Antilles dès le XVIIIe siècle. Enfin, dernier aspect de ces échanges et métissages, le métissage humain lui-même. Oui, les unions entre hommes européens et femmes amérindiennes ont été très fréquentes dès le début. Parfois consenties, parfois relevant de stratégies d'alliance entre colons et chefs locaux, mais très souvent aussi, hélas, résultant de viols et de captures. Est-ce que ces unions étaient reconnues? Ça dépendait. Les Espagnols, par exemple, ont parfois reconnu une certaine noblesse aux femmes issues de lignées de caciques importants, ce qui pouvait faciliter des mariages ou des unions plus stables, stratégiques pour asseoir leur pouvoir. Il y a des figures connues issues de ce métissage? Une figure très intéressante est celle qu'on appelle Indian Warner.
Il est né au XVIIe siècle d'un père anglais, Thomas Warner, qui était le gouverneur de Saint-Christophe, et d'une mère, Kalinago, de l'île de la Dominique. Élevé entre deux mondes. Exactement. Il a grandi en partie avec sa mère à la Dominique, apprenant à culture Kalinago, mais il était aussi reconnu par son père. Il est devenu un chef influent parmi les Kalinago, tout en étant nommé par les Anglais gouverneur de la Dominique pour les populations amérindiennes. C'est un exemple fascinant de ces identités complexes qui ont pu émerger. Et l'adoption de noms européens, ça a brouillé les pistes pour retrouver les descendants. Ah oui, énormément. Beaucoup d'Amérindiens ont reçu des noms européens lors du baptême ou par alliance. Chez les Kalinago, il y avait un système de compérage ou banaré où l'on prenait le nom d'un allié ou d'un parrain européen. C'est pourquoi aujourd'hui, en Dominique ou à Saint-Vincent, on trouve des familles d'ascendance Kalinago-Sertem qui portent des patronymes français ou anglais comme Pilote, Antoine, Peter, le Baron, Duquesne. Ça rend la généalogie très complexe. Ce métissage, à la fois biologique et culturel, c'est donc vraiment au cœur de la formation des sociétés créoles. Absolument. C'est un élément fondamental. Bon, si on essaye de synthétiser ces 3 siècles d'interactions complexes, on est très loin de l'image simpliste de la conquête suivie d'une disparition rapide. Oui, très loin. Ce qu'on voit, c'est d'abord une histoire d'une violence inouïe, d'une exploitation brutale et d'un choc démographique terrible lié aux maladies importées. Ça, c'est indéniable et majeur. Mais c'est aussi, et c'est crucial, l'histoire de résistances multiples, tenaces, intelligentes. Que ce soit la guérilla d'Enriquillo, les stratégies des Taínos de Porto Rico ou la guerre menée par les Kalinagos pendant des siècles. Ces résistances ont duré bien plus longtemps et ont été bien plus significatives qu'on ne le dit souvent. Et enfin, c'est une histoire d'échanges constants, linguistiques, culturels, techniques, biologiques, humains. Des échanges profondément inégaux, souvent conflictuels, marqués par la domination, mais des échanges qui ont quand même eu lieu et qui ont créé quelque chose de nouveau, les bases des sociétés créoles caribéennes actuelles. Une histoire donc beaucoup plus riche et complexe que le récit traditionnel qui a longtemps été centré sur le regard européen. Tout à fait. L'histoire officielle a longtemps minimisé ou déformé la perspective amérindienne. La résistance était vue comme de la sauvagerie, les échanges inégaux comme les bienfaits de la civilisation. Alors que redécouvrir la profondeur de cette résistance, mesurer l'impact réel du choc démographique, analyser la richesse de ces échanges, même conflictuels. Ça nous oblige à regarder cet héritage en face. Un héritage fait de traumatismes terribles, mais aussi d'une incroyable résilience, d'adaptation, de création culturelle. Et peut-être que ça pose une question plus large sur la façon dont on écrit l'histoire après des événements aussi cataclysmiques. Reconnaître toute la complexité de cet héritage, la violence, mais aussi le métissage, l'adaptation. Est-ce que ce n'est pas essentiel pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui dans la Caraïbe et même ailleurs ? Une réflexion à poursuivre, sans doute.